Alors Global Packaging était une entreprise qui avait été créée à la source au départ par à source bien nommée, puisque c'était les sources d'Augeux qui avaient créé cette entreprise-là. Ça s'appelait Semopac à l'époque. Ça avait été vendu à un groupe autrichien il y a quelques années. Ça perdait beaucoup d'argent et les Autrichiens envisageaient la fermeture du site il y a 2 ans. Donc je me suis intéressé à la reprise de l'entreprise et donc on a racheté il y a 1 an et demi. L'entreprise, sa mission, c'est de fabriquer des bonbonnes pour les fontaines à eau, des bonbonnes de 5 gallons, comme on voit régulièrement dans les bureaux, etc. Donc c'est la seule usine en France à fabriquer ce genre de produits. Et la géographie a fait qu'on a un acteur local qui sont les miels Michaud, la famille Michaud apiculteur, qui utilise des petits flacons pour mettre son miel dedans. Et ces petits flacons sont fabriqués également chez Global Packaging. Aujourd'hui, les axes de développement de l'entreprise sont davantage sur le packaging agroalimentaire que continuer à aller vers la bonbonne. On y restera présent, bien entendu, mais nos développements, on les met plus sur le packaging agroalimentaire, vers des producteurs locaux de verres, de gobelets, de bouteilles de vin, de pots de yaourt. Ça veut dire qu'une entreprise qui était un petit peu sur le déclin, on a réussi tout simplement à lui faire relever la tête? Dès la première année. Dès la première année. Cette entreprise-là perdait entre 100 et 200 000 euros par an depuis 10 ans. Et on a renoué avec du résultat positif dès l'année de la reprise, c'est-à-dire dès 2014. Vous avez une vue de l'entreprise qui est un petit peu particulière? Oui, oui. C'est surtout dans le rôle du chef d'entreprise qu'elle est particulière. J'estime que le chef d'entreprise doit faire son métier de chef d'entreprise. Sa compétence, elle est là, et elle n'est pas à aller faire fonctionner les machines ou à aller faire du commercial. C'est un chef d'orchestre, c'est comme un demi de mêlée qui oriente son ruck ou son groupé pénétrant. Donc j'estime que le chef d'entreprise, lui, doit davantage expliquer pourquoi il faut faire les choses et que c'est aux collaborateurs à nous dire comment. J'ai, dans mon expérience professionnelle, souvent, parce que j'étais autodidacte, intégré les organisations par le plus bas de l'échelle. Et à chaque fois, je rencontrais des collaborateurs dans les entreprises où j'ai travaillé qui nous expliquaient, vous savez, les gars qui disent « Ouais, on m'a fait ranger ça là, mais c'est crétin, il m'aurait demandé, il aurait mieux valu mettre là, parce qu'il y a la porte là, etc. » Et à chaque fois, je me disais « Mais pourquoi on n'écoute pas ces gens-là? Ils ont le bon sens, ils savent pourquoi, et ils savent comment il faut faire pour augmenter la productivité, et on ne les écoute pas. » Et donc, depuis une quinzaine d'années, je pratique ce système de management très à l'écoute et où l'information est aussi descendante que montante et beaucoup de transversalité dans l'information. Donc, ça veut dire qu'on donne le goût du travail ou ça veut dire qu'on donne le goût d'avoir envie de faire quelque chose? Alors, je ne peux pas leur donner, mais je respecte leur appétence à faire les choses. C'est-à-dire, je suis intéressé par ce qu'ils aiment faire et non pas, comme je disais tout à l'heure, comme disait Steve Jobs, qui n'était pas allé au fond du discours quand il disait qu'on fait bien quand on aime ce qu'on fait. Non, non, je crois qu'on fait bien quand on fait ce qu'on aime. Et donc, je valide toujours ça avec mes collaborateurs. Il y a ce dont on a besoin pour la production et puis pour l'économie de l'entreprise, etc. Et puis ensuite, on tient compte de l'appétence des gens à aller vers tel ou tel secteur d'activité dans l'entreprise. Donc, c'est de l'entreprise libérée? C'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Je vais vous donner un exemple concret. Dans cette semaine, j'ai une machine qui me donne des résultats qui ne sont pas aussi bons que ceux que j'envisageais. Et puis, je suis allé rencontrer les collaborateurs dans l'entreprise. Et puis, quelqu'un de la hiérarchie qui, a priori, n'est pas sur le management ou autre, dit de toute façon ce serait simple à régler, cette machine-là n'est pas au bon endroit parce qu'on a des variations de température, si elle était déplacée, on aurait automatiquement des bons résultats. Cette information elle est remontée jusqu'à moi et on va prendre des mesures pour au moins essayer ce qu'il a dit. Et je crois que c'est important pour le collaborateur de savoir qu'il est entendu par sa hiérarchie. Et donc l'entreprise libérée dans son modèle, c'est enlever toutes les petites hiérarchies intermédiaires où chacun il va de son ego ou de sa couche, ça transforme le message principal et se l'approprie, et des fois pas dans le sens où on veut. Donc aujourd'hui, on a libéré la hiérarchie intermédiaire, il y a un responsable de production, et ensuite il est en lien lui direct avec les équipes, parce qu'il faut quand même planifier, organiser, répondre à la satisfaction des clients. Et moi, mon bureau est toujours ouvert, ils ont mon numéro de téléphone portable, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment, je suis tout le temps disponible pour eux et pour l'entreprise. Aujourd'hui, on part de cette matière-là. Ça, c'est le plastique. Ce plastique, ensuite, est mis dans le circuit de chauffe. On va la chauffer, cette matière. Elle va devenir une pâte qu'on va pouvoir travailler. Ensuite, dans la première partie de la machine, on fabriquait ce qu'on appelle la préforme. Donc, on va réchauffer cette préforme et ensuite, on va envoyer de l'air dedans
avec un moule comme pour une gaufre un petit peu. Ça va gonfler la bonbonne pour obtenir le résultat que vous avez vu là-bas. L'image du plastique a toujours une mauvaise image. Ce sont des fausses idées et puis parfois les politiques qui ont besoin de briller par ce qu'ils disent et sans en imaginer les conséquences. Aujourd'hui, faire fondre une bouteille de verre pour la remettre, pour en refaire une bouteille de verre, ça coûte très cher à l'écologie en carbone, en combustible. Alors bien sûr, on peut le réutiliser à souhait. Le plastique, pas toujours. Il faut savoir qu'on se trompe parfois sur l'écologie en France, sur la deuxième vie des produits plastiques, puisqu'on veut absolument en refaire du plastique. Dans d'autres pays européens, on utilise les plastiques pour faire un combustible pour le chauffage. Les Allemands, les Suisses, les Autrichiens, eux, disent utiliser la matière vierge et nous, on utilisera comme combustible les déchets. Donc vous voyez, le plastique peut trouver sa place aussi dans le schéma actuel et dans une solution d'avenir. Là, on est dans l'atelier qui est dédié à l'agroalimentaire. Donc, on a à l'origine 2 machines qui sont là-bas, qui sont des machines de type Aoki, qui font de l'injection soufflage. Donc, essentiellement pour la famille Michaud apiculteur, où on fabrique pour eux les petits flacons de miel. Là, on vient d'investir sur 2 nouvelles machines qui vont nous permettre de faire jusqu'à 2500 flacons par heure. Celle qu'on voit là, où on va se rapprocher tout à l'heure, est une première mondiale. J'avais vraiment intégré une version écologique de la chose et donc j'ai demandé une machine 100% électrique parce qu'aujourd'hui on sait produire de l'électrique de façon renouvelable, zéro hydraulique et donc Netstal, qui est notre partenaire pour la fabrication des machines, qui est un groupe suisse et allemand, nous a produit une machine où même l'extraction se fait par air. Cette machine-là va produire 2500 pièces par heure, en consommant l'équivalent d'une maison. Donc c'est ce qui est rien du tout, puisqu'avant, une machine comme celle qu'on a là-bas, c'est davantage du 60-70 kWh. Sur cette technologie-là, donc machine Aoki d'injection soufflage, on fabrique, comme tout à l'heure pour les bonbonnes, dans une première partie, on va fabriquer ce qu'on appelle la préforme. Puis ensuite, on va faire tourner le carrousel, on va souffler cette préforme jusqu'à obtenir ce flacon. Ça, c'était la technologie qu'on avait jusque-là, c'est en gros 300 pièces par heure. Maintenant, on passe sur une nouvelle technologie, donc c'est la Hélion que vous voyez là, où on va fabriquer sur cette machine-là uniquement les préformes. On va en fabriquer 2500 par heure, donc vous voyez l'écart est important. Et il y a une autre machine qui arrive la semaine prochaine où on fera l'opération de soufflage également à 2500 flacons par heure. 70% de notre production va à l'export. Mais à l'export intéressant puisqu'on part aux Maldives, on part en Afrique, mais également tous les pays d'Europe. Ça va de l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, voilà. Plus ensuite l'Angola, le Sénégal, d'autres pays comme ça un peu plus exotiques. Cette année, on a eu une année particulièrement chaude dans l'hémisphère nord, ce qui fait qu'habituellement, il y a entre 80 et 100 000 bonbonnes en permanence sur ce parc. Là, aujourd'hui, on en a péniblement 15 000 qui partent entre ce matin, il y a un camion qui est en train de charger, et cet après-midi, et on sera à nouveau en stock zéro, certainement demain matin ou demain en fin d'après-midi. Mon épouse, donc Céline, a en charge la qualité chez nous. Elle a mis en place des règles très strictes. On doit avoir un objectif de 0% de non-conformité, c'est-à-dire qu'il y a 0% de produits refusés par les clients. On va être ISO 9001 à partir du mois d'octobre. Et l'autre règle importante dans une entreprise, c'est également, en plus du savoir-faire, c'est faire savoir. Et là, encore une fois, Céline, mon épouse, a pris en charge le volet communication. C'est elle notamment qui a eu l'idée de faire taguer ce 4x4 pour le rallye des cimes avec les couleurs de l'entreprise. C'est vraiment elle qui a mis ça, c'est elle qui a choisi les couleurs, c'est elle qui a choisi le design et j'en suis particulièrement satisfait parce que ça véhicule bien ce que je veux montrer de l'entreprise. Le rallye des cimes, c'est une manifestation importante pour la Haute-Soule. Je suis fan de l'écurie des cimes, de ses bénévoles, qui font beaucoup pour que ce rallye, qui a bientôt 60 ans, il y a peu d'événements sportifs qui ont une telle ancienneté et ça nous appartient, c'est à nous, c'est chez nous, c'est là-haut. Et donc je veux absolument qu'on continue et que mes enfants connaissent le rallye des cimes. J'ai une petite fille qui a 5 ans et demi, j'espère qu'elle aussi, peut-être qu'elle concourra, mais j'espère qu'elle aussi connaîtra cette manifestation. Donc c'est notre rôle à nous aujourd'hui de faire en sorte de donner les moyens au rallye des cimes de continuer. Il faudra aussi que les concurrents continuent à venir et que les politiques environnementales ne nous interdisent pas, mais
oui, je tiens à ce que le Rallye des Cimes reste et ça fait connaître la Haute-Soule. J'ai l'occasion de partir un peu à travers le monde et l'Europe, rencontrer mes interlocuteurs, clients, fournisseurs et autres. Et quand on dit LEAK, les gens ne connaissent pas. Quand on dit Rallye des Cimes, souvent les gens connaissent. On va tenter l'expérience de suivre le convoi VIP avec notre propre véhicule. Et puis, j'aurai aussi des clients, des partenaires qui seront dans les véhicules du convoi VIP. Oui, il y aura le responsable d'ailleurs, entre autres, du MEDEF Soule-Béarn. Voilà, le MEDEF, je tenais à ce qu'il soit présent pour 2 raisons. C'est d'abord, premièrement, pour que lui découvre ce dont a besoin l'écurie des Cimes et que quand on dit Béarn et Soule, ben, ça va jusqu'à Iraty, là-haut, et qu'il vienne voir la Soule. Bon, il connaît très bien Lic et les environs, mais ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était important pour nous au MEDEF, on a 1 million d'emplois à créer, il faut qu'on aille à la rencontre de tous les chefs d'entreprise, y compris sur le convoi VIP, pour dire on a des engagements, il faut les tenir, faites votre métier de chef d'entreprise, ce que je vous dis tout à l'heure, et créer de l'emploi, respecter les engagements, parce que travailler, c'est aussi avoir une vie sociale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était Facebook avant Facebook. Quand vous allez au travail, vous changez d'interlocuteur, on ouvre le champ des cultures, parce que l'entreprise, c'est ça, ce sont des cultures différentes, des histoires différentes, et c'est un enrichissement. Donc, on a cet engagement sociétal à dire il faut donner du travail aux gens, et pas raisonner en chef d'entreprise comme ça se faisait dans le temps, à réfléchir à quel bateau on va acheter, ou quelle maison sur la Riviera, ou sur quelle côte on va pouvoir aller en villégiature. Merci Eric. C'est moi qui vous remercie.